Bien, bonjour à tous. Donc, cette vidéo est adressée aux élèves donc, de 3e 1 et 3e 4 et elle concerne donc le travail que vous aviez à réaliser sur la décolonisation. Donc, je vous avais donné une semaine parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à voir et en particulier il y avait une vidéo assez longue. Donc, je pense que vous avez eu le temps de la regarder, peut-être pas en entier, mais en tout cas les passages les plus importants. Et donc, je vous propose qu'on fasse une correction ensemble donc, de ce travail-là. Et je vous mets donc la fiche de correction. En rouge la correction, puis je vais vous la commenter pour que vous puissiez donc prendre avec moi donc cette correction. Donc, le sujet était sur la décolonisation. Et vous deviez donc utiliser les vidéos que je vous avais données sur l'Inde et sur l'Algérie. Et puis vous aviez également le livre que vous pouvez prendre donc en même temps, puisqu'une correction efficace c'est d'avoir le livre sous les yeux et donc de suivre en même temps. L'intérêt de la vidéo étant que vous pouvez faire des pauses au fur et à mesure pour regarder aussi les documents. Donc de la page 112 à la page, si je ne me trompe pas, 120, 121. On est parti, donc vous deviez d'abord trouver à la page 112 la définition de décolonisation. Donc il est écrit dans le livre que la décolonisation, c'est le processus d'accession à l'indépendance des États colonisés. Et ici, donc pour notre sujet qui nous intéresse, il s'agit plus précisément des décolonisations qui ont lieu après la Seconde Guerre mondiale, donc à partir de 1945. Donc vous aviez, et peut-être que je peux justement regarder en même temps que vous les documents. Donc ici vous aviez donc une carte pour qui vous indiquait les empires coloniaux en 1945 et vous remarquez sur cette carte que les deux pays qui ont le plus de colonies dans le monde après la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les Britanniques et les Français. Donc sur le livre, vous aviez en jaune les colonies britanniques et en orange les colonies françaises. Et normalement, ça doit vous rappeler des choses que vous avez vues en quatrième, puisqu'un des sujets de quatrième, c'est la colonisation au XIXe siècle, et donc en troisième, c'est la décolonisation donc au XXe siècle. Donc, quel pays possède le plus de colonies sur 45? Les pays qui ont le plus de colonies sont la France et la Grande-Bretagne, et plus précisément, ces colonies, elles sont en Asie et en Afrique. Je vous rappelle que les colonies d'Amérique, qui étaient surtout des colonies espagnoles et portugaises, principalement pour les colonies d'Amérique du Sud, sont des colonies qui ont déjà été décolonisées fin 19e, début 20e, et qui donc n'entrent pas dans notre sujet. Si vous reprenez la carte que j'étais en train de regarder, vous repérez bien que il y a quasiment plus de colonies en Amérique à ce moment-là. C'est bien les colonies d'Afrique et d'Asie qui nous intéressent. Question suivante. On vous demandait donc avec le document 2, page 113, donc ça c'est l'autre carte que vous avez à côté. Quelles sont les régions du monde qui sont décolonisées en premier entre 45 et 55? Et vous repérez que les régions du monde qui sont décolonisées en premier, c'est d'abord l'Asie, entre 45 et 55. Et ensuite, à partir de 55 jusqu'à globalement 65, mais pour certains pays c'est un petit peu plus tard, et la plupart c'est entre 55 et 65, c'est l'Afrique. Donc si on regarde cette carte là aussi ensemble, vous remarquez que orange foncé ici, c'est d'abord les pays décolonisés en premier, 45-55, c'est donc plutôt en Asie, et ensuite à partir de 55, c'est donc plutôt en Afrique, c'est l'orange clair, voire très clair, pour après 65. Alors on s'intéresse plus précisément donc à un pays décolonisé pendant cette période-là, il s'agit donc de l'Inde, et donc vous aviez deux choses, donc une vidéo que je reprends pas ici, que vous avez vu, qui est une vidéo assez courte qui dure un peu moins de 10 minutes, et puis vous aviez donc les documents du livre que je vais mettre ici, mais bon, je vais essayer de pas trop zapper entre les deux. Donc vous aviez, non c'est pas ça, c'est ici, et ça devait être page 114-115 où on vous donnait donc des informations sur l'indépendance de l'Inde, et où vous aviez une chronologie, des décollements, des textes, des photos, une carte, et aussi un vocabulaire. Donc vous avez ça sous les yeux en même temps qu'on prend la correction. Et donc on reprend. Donc l'Inde est une colonie qui à ce moment-là appartient à la Grande-Bretagne, et plus précisément c'est ce que les Britanniques appellent le joyau de la couronne. C'est pas n'importe quelle colonie, c'est une colonie qui a quand même pratiquement 1 milliard d'habitants à ce moment-là, et c'est une colonie très riche avec beaucoup de ressources économiques, euh, beaucoup de commerce également, et pour les Anglais donc c'est une très grande richesse économique et politique. Donc c'est la plus grande colonie britannique.
Alors pourquoi est-ce que les Indiens, les habitants de l'Inde, veulent-ils devenir indépendants? Donc vous n'aviez pas de texte là-dessus dans le livre, par contre vous aviez un autre texte à la page 116 qui est un discours du leader de l'indépendance du Vietnam, de l'Indochine à ce moment-là, qui s'appelait Ho Chi Minh. Et alors, aucun rapport avec l'Inde, je vous l'ai mis, mais par contre, ces revendications, on peut les plaquer sur l'Inde, puisque finalement, ce qu'il réclame dans son discours, c'est ce que réclament aussi les Indiens. Et je ne sais plus si j'avais mis, je l'avais pas mis ici, vous pouvez l'avoir sous les yeux, donc le document 1, page 116. Et en gros, qu'est-ce que dit Ho Chi Minh? Eh bien, il dit il faut que nos pays, nos colonies deviennent indépendantes pour plusieurs raisons. D'abord parce que les colons, les Anglais, les Français nous l'avaient promis. Effectivement, c'était une promesse que les Anglais et les Français ont fait aux colonisés pendant la Première Guerre mondiale. Dès la Première Guerre mondiale, hein, si vous vous rappelez bien, il y a des soldats des colonies dans la tranchée de la Première Guerre mondiale, et on leur avait promis, si vous participez à la guerre, si vous vous battez bien, ben, en échange, vous aurez l'indépendance. Alors, évidemment, ils n'ont pas eu l'indépendance en 1918, et on leur a fait de nouveau la même promesse en 39-45, si vous vous battez à notre côté, et on sait qu'il y a beaucoup de soldats des colonies qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale, et qui se sont battus et qui sont morts, hein, aussi pour la France, pour la Grande-Bretagne, et donc, en échange, ils attendent cette récompense que les pays colonisateurs, la France et la Grande-Bretagne, leur accordent leur indépendance. Donc ça, c'est la première chose que rappelle Ho Chi Minh. Ensuite, il rappelle aussi, et ça c'est intéressant dans le texte, si vous l'avez sous les yeux, il dit la France et la Grande-Bretagne, c'est les pays des droits de l'homme, c'est les pays qui ont créé les droits de l'homme, et dans les droits de l'homme, il y a écrit que les hommes sont libres et égaux. Et il dit aux Français, si vous avez créé une déclaration qui dit tous les hommes du monde entier doivent être libres et égaux, il faut que vous l'appliquiez à vous-même. C'est quand même pas normal d'avoir fait une déclaration en disant que les hommes sont libres et égaux, puis finalement, vous soyez les premiers à empêcher des peuples d'être libres et égaux, et que vos propres colonies donc, ne soient pas libres. Donc appliquez-vous à vous-même le principe que vous avez créé. Il le fait d'autant plus Ho Chi Minh que tous ces leaders des pays colonisés, c'est souvent des gens instruits qui ont fait leurs études en France ou en Angleterre et qui ont donc appris justement ces grands principes, ces grandes idées en Angleterre et en France et qui veulent donc ensuite, qui reviennent chez eux, dans leur colonie, et qui veulent que ces principes soient appliqués chez eux. Et puis enfin, troisième grande idée, revendication pour les pays colonisés, et ils disent on est chez nous, c'est notre terre, c'est la terre de nos ancêtres, elle nous appartient, elle n'appartient pas à la France ou à la Grande-Bretagne, et donc on veut pouvoir s'administrer nous-mêmes et administrer nous-mêmes nos terres et nos richesses. Alors toutes ces idées-là, on les retrouve en Inde et on les retrouve plus précisément sous la plume et dans le discours du meneur de l'indépendance de l'Inde que vous avez à la page 120 et qui est célèbre. Vous aviez vraisemblablement entendu parler de lui avant le secours. Vous l'avez en photo, vous avez une mini-biographie de lui à la page 120. C'est Gandhi, Gandhi qui est le leader donc, de l'indépendance de l'Inde. C'est lui qui, le premier, va donc mener ses revendications, sachant que lui aussi, il a fait ses études à Londres, en Angleterre, il a fait de hautes études, il fait partie de l'élite indienne. Et la théorie de Gandhi, c'est de dire, quel moyen a-t-il décidé d'utiliser? C'est de dire, on veut que l'Inde soit indépendante, on veut que les Anglais partent d'Inde, mais on veut que ça soit de manière non violente. Ce que dit Gandhi, c'est il faut pratiquer la désobéissance civile. C'est-à-dire il n'y aura aucune violence contre les Anglais, on ne veut pas faire la guerre, on ne veut pas se battre, on veut juste que les Anglais partent. Il faut les pousser à partir. Et donc que décident de faire les Indiens en suivant les principes de Gandhi? C'est on refuse d'obéir aux Anglais. Tout ce qu'ils nous demandent, on ne le fera pas. On ne fait rien, on n'obéit plus aux lois anglaises qui sont inégalitaires, on ne paye plus nos impôts aux Anglais, il n'y a pas de raison qu'on paye des impôts à une puissance étrangère, mais sans aucune violence, on manifeste pacifiquement, on fait des refus, la désobéissance civile, mais il n'y a pas de violence. Ça va durer quand même pendant plusieurs décennies, ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est pendant 30 ou 40 ans, puisque Gandhi c'est le début du XXe siècle, et qu'on va le voir, l'indépendance de l'Inde c'est en 1947, c'est la question d'après, document 4, page 115, quand l'Inde obtient-elle son indépendance et par quels moyens? Grâce aux actions de Gandhi, l'Inde obtient son indépendance sans violence en 1947, puisque les Britanniques finissent par être lassés des oppositions des Indiens, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus gouverner correctement l'Inde et ils acceptent à partir de 45-46. Il y a le dernier vice-roi des Indes donc, qui est installé
en Inde, et qui va donc quitter en 1947 l'Inde. Vous l'avez dans la vidéo, vous avez regardé, hein. Il va quitter l'Inde. Vous avez également un document, c'est le document 3 du livre, c'est celui-là, hein, la position des autorités britanniques, où on explique bien que le gouvernement britannique pense que le moment est venu de faire passer la responsabilité du gouvernement de l'Inde dans les mains indiennes, et ils disent qu'ils partent donc de manière totalement pacifique, mais que les relations entre l'Inde et la Grande-Bretagne sont anciennes et amicales, et qu'elles vont donc continuer à se développer. C'est un peu l'idée des Anglais. Ils se rendent compte que de toute façon, le sens de l'histoire, on va dire, c'est que il n'y ait plus de colonies, donc que les Anglais partent d'Inde, mais ils espèrent garder des liens avec l'Inde pour continuer à conserver des intérêts économiques. Donc stratégiquement, c'est plutôt bien pensé de la part des Anglais. Les Français, on le verra après, pour l'Algérie, n'ont pas vraiment eu les mêmes idées. Les Anglais ont gardé ces liens avec leurs anciennes colonies, c'est encore le cas aujourd'hui, hein. C'est ce qu'on appelle les pays du Commonwealth en Angleterre, qui sont les anciennes colonies anglaises avec lesquelles les Anglais ont gardé des liens politiques et économiques, et c'est le cas de l'Inde. Donc les Anglais partent en 47, conséquence de l'indépendance de l'Inde, eh bien, l'Inde a obtenu son indépendance de manière non violente, pacifique, mais par contre, il va y avoir des lendemains d'indépendance tendus, puisque la particularité religieuse des populations d'Inde, c'est que l'Inde est composée de deux religions. Il y a une majorité d'hindous, une très grande majorité d'hindous, et une minorité de musulmans. En général, ils vivent plutôt dans les provinces de l'Est et de l'Ouest, alors que les hindous, sont plutôt au centre de l'Inde. Attention, pas confondre, indien c'est la nationalité indienne, hindou c'est la religion. Si vous avez vu le document 1, page 114, il y a deux visions contradictoires en fait de l'Inde quand les Anglais sont partis. Il y a une partie des Indiens, ça c'est plutôt les musulmans, qui veulent que l'Inde soit partagée en deux pays, qu'on fasse deux pays, qui est un pays hindou et un pays musulman, donc en fonction de la religion. Et puis il y a une autre partie des Indiens, et en particulier Gandhi, qui lui voudrait que l'Inde reste unie, qu'on garde l'intégrité du territoire et que l'Inde ne soit pas divisée. Donc ça va créer beaucoup de tensions, ça va déboucher sur des affrontements, sur une sorte de guerre civile, puisque les hindous et les musulmans vont finir par s'affronter, il va y avoir des violences très meurtrières, il y a des milliers de massacres et de morts, vous avez aussi ça dans la vidéo que je vous ai transmise, et après des mois et des années de massacres, finalement l'Inde finira par être partagée. C'est ce que vous avez là aussi dans le livre, hein. Vous avez une carte qui vous montre que finalement l'Inde finit par être coupée, partagée, divisée en deux. C'est le cas encore aujourd'hui. Vous avez ce qu'on appelle l'Union indienne, l'Inde, qui est au centre, et puis vous avez en vert le Pakistan oriental, Pakistan occidental, qui deviendra le Bangladesh. Aujourd'hui, c'est encore le cas. L'ancienne Inde de l'époque de la colonie n'existe plus en un seul morceau. Vous avez donc la majorité hindoue en orange, et puis les minorités musulmanes qui sont en vert ici sur la carte. Ce qui cause encore aujourd'hui des affrontements entre les Indiens et les Pakistanais, hein. C'est une zone, voilà, la frontière entre les deux pays, c'est une frontière qui est encore très chaude aujourd'hui et qui est encore très tendue. Autre conséquence de cette décolonisation de l'Inde, eh bien c'est la mort de Gandhi, puisqu'en fait Gandhi, qui a tout fait pour préserver le pacifisme, qui a tout fait pour préserver l'unité de l'Inde, finira assassiné par un extrémiste hindou. C'est un hindou qui le tue, parce que les hindous ne comprenaient pas que Gandhi voulait absolument négocier avec les musulmans et voulait absolument garder l'unité de l'Inde. Il va être assassiné. Vous avez aussi des images, non pas de son assassinat, mais des jours qui ont suivi sa mort dans la vidéo, si vous avez bien regardé. Donc on peut dire en conclusion que l'indépendance de l'Inde est réalisée de manière pacifique, mais que les lendemains de l'indépendance sont meurtriers, et que les problèmes pour l'Inde sont arrivés donc après l'indépendance. Voilà pour l'exemple de l'Inde. L'immense majorité des pays qui ont été décolonisés de manière pacifique, la plupart du temps à la suite de négociations entre les colonisateurs et les pays colonisés. Certains pays ont connu des violences. Pour la France, il y a eu deux guerres célèbres. D'abord la guerre d'Indochine, l'Indochine qui aujourd'hui s'appelle le Vietnam, qui était une colonie française d'Asie et qui a donné lieu à une guerre
après la Deuxième Guerre mondiale, entre 1946 et 1954, la guerre d'Algérie aussi, dont on va parler dans quelques secondes, et puis pour d'autres pays qui ne concernent pas la France, hein, l'Indonésie, qui était une colonie hollandaise, il y a aussi en Afrique un pays comme l'Angola, qui était une colonie portugaise, ou le Kenya, hein, qui était une colonie anglaise, dans lesquelles il y a eu des guerres. C'est pas la majorité des colonisations, mais il y a eu quand même des guerres, dont une en Algérie. Alors j'ai mis un long documentaire, bravo et félicitations à ceux d'entre vous qui l'ont regardé en entier. Je pense que ça vous a appris beaucoup de choses et tant mieux sur une période importante de notre histoire, une guerre qui est assez proche de nous, qui concerne peut-être certaines familles parmi vous, puisque peut-être que vous avez des grands-parents ou arrière-grands-parents dans votre famille qui ont participé à cette guerre. Donc c'est assez important quand même de connaître, c'est assez peu connu, finalement on en parle assez peu, on la connaît moins cette guerre d'Algérie et vous avez appris moins de choses dessus que sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est important quand même qu'on en parle. Et je vous avais demandé donc d'essayer de rédiger un petit texte, et là je vais vous donner pas mal d'informations en plus que vous n'avez peut-être pas trouvé, et que vous allez pouvoir prendre donc sur votre fiche. Si vous n'avez pas la place, ben, vous pourrez prendre sur votre cahier. Donc sur la guerre d'Algérie, je vous demandais les causes. Donc la particularité de l'Algérie après la Deuxième Guerre mondiale, c'est que c'est une double particularité en fait, l'Algérie par rapport aux autres colonies françaises. Alors si vous voulez, avant tout, on va peut-être revoir un petit peu où sont les colonies françaises. Donc il y a beaucoup de colonies françaises. Je rappelle qu'ici, donc, sur la carte que vous avez à gauche, les colonies françaises, c'est les colonies en orange. Vous voyez qu'il y a beaucoup de colonies en Afrique. Afrique centrale, ce qu'on appelle l'Afrique noire, Madagascar aussi, bon, ici l'Indochine, ce sont des colonies françaises. Eh bien, l'Algérie a une particularité, c'est que c'est une colonie de peuplement. C'est pas le cas de toutes les colonies françaises, ça veut dire qu'il y a une partie de la population française qui a été habitée en Algérie. L'Algérie étant une colonie française depuis 1830, et en plus l'Algérie, autre particularité par rapport aux autres colonies, c'est un département, ou plus précisément c'est 3 départements français, donc l'Algérie est un département comme l'Ain ou le Rhône sont des départements. À l'époque qui nous intéresse, donc dans les années 50, l'Algérie est composée d'environ à peu près 10 millions d'habitants. On a 9 millions d'Algériens, qu'on appelle à l'époque des musulmans, et 1 million de Français d'Algérie, qu'on surnomme les pieds noirs, qui, pour la plupart d'entre eux, vivent en Algérie de génération en génération depuis le 19e siècle, et qui se considèrent, que leur territoire, c'est l'Algérie. Pour la plupart, ils n'ont jamais mis les pieds en métropole en France. Attention au vocabulaire, hein, on dit algérien, français, etc. L'Algérie étant une colonie, à l'époque, tout le monde est français. C'est pas les Algériens et les Français, c'est tout le monde est français. Donc les 10 millions d'habitants d'Algérie sont tous considérés comme des Français, sauf que eh ben, il y a des grandes inégalités de richesse, d'éducation et de droits en Algérie. On va dire que les pieds noirs en général, c'est plutôt la population riche, c'est plutôt ceux qui vont à l'école, et souvent dans les grandes écoles, et ils ont également des droits, en particulier des droits de vote, que les Algériens, les musulmans n'ont pas. Et ça crée des remous, ça crée des manifestations, et ça crée des tensions, puisque évidemment les 9 millions d'Algériens, de musulmans d'Algérie, réclament d'avoir les mêmes droits que les pieds noirs. Et il y a eu déjà des premiers affrontements. Il y en a un affrontement qui est très célèbre, qui a lieu le 8 mai 1945. Si vous vous souvenez bien, le 8 mai 1945, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe, c'est l'armistice. Il y a des grandes fêtes pour célébrer l'armistice un peu partout en France, et donc aussi en Afrique du Nord et en Algérie. Et à Sétif, plus précisément, donc qui est une ville d'Algérie, il y a des manifestations à la fois pour fêter la fin de la guerre, mais aussi pour réclamer l'indépendance. Et on va faire tirer, le gouvernement français fait tirer sur les manifestants, ce qui va créer un traumatisme dans la population algérienne qui ne va pas comprendre ces massacres-là, et ça va rester dans la tête des Algériens pendant une dizaine d'années, jusqu'à quoi? Jusqu'à le déroulement. Et en fait, la guerre d'Algérie, elle commence officiellement le 1er novembre 1954. Le 1er novembre, c'est la Toussaint. Donc on a donné comme surnom à ce jour-là la Toussaint rouge. Il y a un mouvement algérien qui s'appelle le FLN, le Front de Libération Nationale, qui va commettre des attentats le 1er novembre 1954 contre les intérêts français en Algérie. Et la France va réagir en envoyant l'armée pour remettre de l'ordre. Et c'est officiellement le début de la guerre d'Algérie. Alors, petite précision, à l'époque, en France, on n'appelle pas ça une guerre, parce que des Français contre d'autres Français, c'est pas une guerre, et on ne veut surtout pas appeler ça une guerre en France, donc on appelle ça simplement une opération de remise en ordre, remettre de l'ordre dans un département dans lequel il y a des manifestations. En France, le discours, il est très clair, et il va rester très clair pendant des années en France, c'est que l'Algérie ne peut pas être indépendante, on ne peut pas négocier l'indépendance de l'Algérie, puisque l'Algérie, c'est la France. C'est un département français,
les gens qui habitent sont français, il n'y a aucune raison qu'ils deviennent indépendants. Ça sera le discours français pendant des années. Et en plus, autre raison qui explique que la France ne veut pas perdre sa colonie algérienne, parce qu'il y a du pétrole et du gaz en Algérie et qu'on ne veut pas perdre ce pétrole et ce gaz gratuit qui se trouve dans un département français. Alors à l'origine, le FLN, le Front de Libération Nationale Algérien, est plutôt isolé. Il y a une minorité d'Algériens qui le suivent, puisque la plupart des Algériens, en 1954-55, sont plutôt solidaires avec le gouvernement français. Et le gouvernement français veut justement garder la confiance du peuple algérien. Donc certes, ils envoient l'armée pour lutter contre le FLN, mais ils envoient aussi des médecins ou des profs pour améliorer les conditions de vie des Algériens, en particulier dans les villages d'Algérie, on leur apprend, on les vaccine, on leur apprend les bases de l'éducation, pour justement montrer que le gouvernement français s'intéresse à la population algérienne et pour éviter donc que la population algérienne se mette du côté du FLN. La stratégie française est plutôt efficace au départ, jusqu'en 1957 où le FLN se rend compte que sa méthode est inefficace dans les campagnes. Ils vont décider donc de mener des actions plus violentes. Ils vont déplacer l'affrontement dans les villes, et en particulier à Alger. Et à partir de 1957 commence la bataille d'Alger, c'est-à-dire que on commence à avoir des massacres de plus en plus violents, de plus en plus aveugles. On met des bombes dans les commerces, dans les écoles, dans les hôpitaux où il y a des Français. Le but, c'est de vraiment monter la population algérienne contre les Français et donc de radicaliser le plus possible cet affrontement pour obtenir l'indépendance. Que font les Français? Ils ripostent, et donc il y a une accélération de la violence. Ils envoient des militaires, et en particulier des militaires du contingent, donc c'est les jeunes qui font leur service militaire à ce moment-là. C'est pour ça que je vous disais que si vous avez des grands-parents qui avaient, à la fin des années 50, 18-20 ans, c'est possible qu'ils aient été envoyés en Algérie. Et le conflit se durcit à ce moment-là, puisqu'on va avoir des méthodes de plus en plus violentes utilisées des deux côtés. Les Français vont utiliser la torture contre certains responsables algériens, et ça va, finalement, la stratégie du FLN va fonctionner, puisque la population algérienne va se souder contre la France, et c'est à partir de ce moment-là que, à la fin des années 50, la population algérienne est de plus en plus contre la France et pour l'indépendance. On entre alors dans une impasse à partir de 1958, ça fait 4 ans qu'on est en guerre et rien n'avance, et ça devient de plus en plus violent, et du coup, les gouvernements français s'enchaînent et ne trouvent pas de solution. C'est à ce moment-là qu'on va donc faire appel au général de Gaulle, qui, je vous le rappelle, est en retraite depuis 1946 puisqu'il a perdu les élections, et que donc il n'a plus aucun rôle politique, et on va aller le rechercher, on va lui dire vous avez sauvé la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a encore besoin de vous. Il va être nommé président du Conseil, il va ensuite devenir président de la République en 1958, et de Gaulle il va avoir un discours clair, il dit il faut mettre fin à la 4ème République en France, la République qui existe depuis 1946, après la Deuxième Guerre mondiale. On en reparlera dans un autre chapitre, parce que normalement c'est un chapitre qu'on doit faire en fin d'année, sur la France après 1945, et donc il va créer la 5ème République qui existe toujours aujourd'hui en 2020, et il va modifier la Constitution française en disant si vous voulez que je mette fin à cette guerre, il faut que vous me donniez en tant que président un maximum de pouvoir, il faut que j'ai beaucoup de pouvoir pour pouvoir mettre fin à la guerre. Alors, on va dire que les députés français à l'époque, ils ont plutôt peur de ça, parce qu'on a peur de donner trop de pouvoir à un homme, et que ça devienne une dictature comme à l'époque de Pétain. C'est pour ça qu'on n'avait pas voulu le faire en 1946, et là en 1958, c'est ce qui va se passer, on va donner beaucoup de pouvoir au président de la République. C'est le principe de la 5ème République, on est dans un gouvernement présidentiel, c'est-à-dire dans lequel le président a plus de pouvoir que l'Assemblée nationale, encore aujourd'hui en 2000. Et de Gaulle, il va négocier des deux côtés avec les Algériens, du côté des Pieds Noirs, du côté français, et ça va durer pendant 4 ans. Alors, on ne sait pas trop de quel côté penche de Gaulle. Est-ce qu'il veut absolument que la France conserve l'Algérie et donc absolument gagner la guerre contre le FLN, ou est-ce qu'il veut négocier pour que l'Algérie devienne indépendante? C'est pas très clair, mais en tout cas, en 62, il finit par accepter l'indépendance algérienne. C'est les accords d'Évian du 19 mars 62 qui mettent fin à la guerre d'Algérie. L'Algérie devient indépendante à partir de 62, c'est la fin de la guerre qui aura duré 8 ans et qui aura fait quand même plusieurs centaines de milliers de morts, surtout du côté algérien d'ailleurs. Conséquence de tout ça, la fin de la guerre va poser des problèmes sociaux importants, puisque quand De Gaulle est arrivé au pouvoir en 58, je vous l'ai dit, les militaires et les Pieds Noirs lui faisaient plutôt confiance parce qu'ils pensaient que grâce à lui l'Algérie deviendrait française et qu'il allait donc vaincre le FLN.
Et en 62, quand ils se rendent compte que l'Algérie va être indépendante, et bien, ils se sentent trahis par De Gaulle. Ça va d'ailleurs occasionner ce qu'on a appelé le putsch des généraux en 61, quand les militaires qui sont basés en Algérie se rendent compte que l'Algérie va devenir indépendante. Ils essayent un coup d'État contre De Gaulle, coup d'État qui va échouer. Et les militaires qui étaient, les généraux qui étaient à la tête de ce putsch, ce coup d'État vont être condamnés. Et il y a aussi eu des tentatives d'attentats contre De Gaulle, et en particulier de la part de certains mouvements pieds noirs qui ne vont pas accepter d'être trahis par De Gaulle et d'avoir l'impression qu'on les a abandonnés. Puisque les pieds noirs, qu'est-ce qui va se passer? Eux qui vivaient en Algérie de génération en génération depuis 100 ans ou plus pour certains, et bien par peur de représailles de la part du gouvernement algérien, qui est maintenant indépendant, vont fuir l'Algérie en masse. À partir de 62, ils prennent le bateau, ils partent en direction de la France, puis ils entendent se faire tuer, tout simplement, et donc ils sont accueillis, et donc il y a pratiquement 1 million de pieds noirs qui arrivent en France en 62, et qu'il va falloir loger, il va falloir retrouver du travail, et ça va être une période assez compliquée, à la fois pour la France et pour les pieds noirs qui doivent tout abandonner, leur pays, leurs amis, leur boulot, voilà, d'un coup. Et puis problème aussi pour ceux qu'on appelle les harkis. Alors les harkis, c'était des soldats algériens qui avaient choisi eux, de rester du côté de la France pendant la guerre d'Algérie, qui n'étaient donc pas du côté du FLN, et qui sont considérés comme des traîtres par le gouvernement algérien, et qui vont aussi être chassés d'Algérie, et qui vont être obligés de partir et de s'enfuir pour certains pour pas être massacrés. Encore certains aujourd'hui qui sont encore en vie, encore une bonne part des gens qui sont encore en vie, qui ont participé à cette guerre d'Algérie. Il y a beaucoup de harkis qui continuent à vivre en France et qui ne mettent pas les pieds en Algérie par peur d'être massacrés. L'indépendance en Algérie est fêtée comme une victoire. Évidemment, les Algériens considèrent que c'est remporté la guerre, qu'ils deviennent indépendants, qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, mais ça va entraîner des problèmes économiques et politiques importants par la suite, économiques, parce que l'Algérie va rentrer dans une crise économique, qui a difficulté à gérer les richesses, difficulté à exploiter les richesses et à développer le pays, et puis difficulté politique aussi, parce qu'ils vont essayer de mettre en place une démocratie qui va échouer, qui va tomber dans une dictature ensuite dans les années 60 en Algérie. Alors aujourd'hui, pour conclure, les relations entre la France et l'Algérie, elles restent mitigées, fraîches. Pendant longtemps, elles ont été très très tendues. Ces dernières années, ça va un peu mieux. Il y a François Hollande qui avait été en Algérie, il y a Macron qui a été en Algérie également. Donc il y a quand même des relations qui existent entre la France et l'Algérie. Ceci dit, pendant très longtemps, la France a refusé de reconnaître qu'il y avait une guerre en Algérie. Le mot guerre d'Algérie n'existe officiellement dans la loi française que depuis la fin des années 90. Ça fait seulement 20 ans qu'on peut dire qu'il y a eu une guerre en Algérie, parce que jusque-là, on ne le disait pas, on ne voulait pas le reconnaître. Et puis il y a encore certains Français, certaines catégories de population qui continuent à penser que l'Algérie aurait dû rester française et que la France n'a commis aucun crime en Algérie et qu'elle n'a fait que respecter ses droits de conserver son territoire qui lui appartenait. Juste entre parenthèses, un homme politique comme Le Pen, par exemple, a participé à la guerre d'Algérie. On sait qu'il a connu des tortures pendant la guerre d'Algérie et qu'il est toujours parmi ceux qui pensent que l'Algérie devrait être française. Et chaque année, il y a des commémorations, par exemple, pour soutenir les harkis qui étaient du côté français. Voilà, ça reste un sujet qui est quand même tendu pour une catégorie de population qui a participé à cette guerre, des deux côtés d'ailleurs. Donc ça reste encore un sujet tendu pour des deux côtés, du côté français et du côté algérien. Tout le monde ne reconnaît pas la même vision de l'histoire. Voilà pour l'Algérie. Je vous invite à regarder le documentaire si vous ne l'avez pas fait en entier. Et puis on termine avec Grand 3. Donc après la décolonisation, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Eh bien, on va avoir de plus en plus de pays qui deviennent donc libres et indépendants à partir des années 50-60. Que font-ils? Eh bien, ils vont créer ce qu'on a appelé les non-alignés. Donc les non-alignés, ce sont les pays qui, dans les années 60, ne sont plus des colonies, et qui se retrouvent donc en pleine guerre froide. Je vous rappelle le chapitre précédent, dans les années 60, on est en parallèle, on est en pleine guerre froide à ce moment-là. Donc quand ces pays deviennent indépendants, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent choisir entre le camp américain ou le camp soviétique. Et bien, la plupart d'entre eux vont choisir ni l'un ni l'autre, et ils vont créer un troisième camp, ce qu'on a appelé le camp des non-alignés. Et ils vont donc créer ce qu'on a appelé le tiers-monde. Le tiers-monde, ce sont les pays... Alors tiers-monde, le troisième monde, qui fait une référence bien sûr à, rappelez-vous, le chapitre sur la Révolution française en 4e,
tiers-états. Le troisième état, c'est-à-dire souvent des pays pauvres et peu développés, justement après la décolonisation, qui vont quand même essayer de prendre un poids sur la scène internationale, ils vont essayer de rester unis, et d'ailleurs ils vont se réunir à plusieurs reprises, et en particulier ils se réunissent en 1955 dans une ville d'Indonésie qui s'appelle Bandung, que vous aviez dans le livre, et que vous avez aussi, si je reprends le livre, je ne sais plus à quelle page, voilà, bien joué. Enfin, vous l'avez, si je ne me trompe pas, vous avez dans le livre, oui voilà, si c'est ça, page 113, vous avez Bandung ici en Indonésie, qui est le lieu de la première grande réunion donc, des pays du tiers-monde, des pays non alignés, et qui sont donc menés par justement les leaders des pays décolonisés. Parmi eux, il y a l'Indien Nehru. C'était la question que les représentants. L'Indien Nehru, c'est celui qui a succédé à Gandhi, hein, qui était le meilleur ami de Gandhi, et que vous avez en photo d'ailleurs dans le livre, qui lui a succédé à Gandhi après sa mort. Voilà, c'est lui, vous l'avez ici, petit 1. Voilà, il est là, dans le coin, Nehru. Et voilà, il est là aussi, voilà, parmi les principaux dirigeants. Vous avez ici Nehru sur votre gauche, avec Nasser par exemple, qui est aussi un autre leader des pays décolonisés, ou également l'Indonésien Sukarno. Le but de ces pays nouvellement décolonisés, c'est de ne pas se faire bouffer sur la scène internationale en fait. Donc ils ont deux théories, une politique. Le but, c'est de soutenir toutes les tentatives de décolonisation partout dans le monde et de rester unis contre les deux blocs pour avoir un poids dans le monde contre leur ancien pays décolonisateur. Et puis, un but économique qui disent tous ces pays décolonisés, ils doivent absolument exploiter leurs terres, leurs propres richesses. Souvent, c'est difficile, même après l'indépendance, et même encore aujourd'hui, il y a certains pays qui ont du mal à exploiter leurs propres richesses, qui restent aux mains des grandes multinationales, des anciens pays colonisateurs, hein, qui pensent qu'ils ont toujours des droits dans ces pays-là. Le but des pays décolonisés, c'est de se dire, on va exploiter nos richesses, ce qui permettra de développer le pays, créer des écoles, des hôpitaux, et donc d'avoir un pays plus riche, plus démocratique, plus développé. Ça, c'est les grandes idées des années 50, 60. Bon, avec le recul, on peut dire que ça n'a pas toujours bien marché, que la réussite a été quand même mitigée, et que beaucoup de ces pays décolonisés, après la décolonisation des années 50-60, ont connu des guerres civiles, parfois très meurtrières, et puis parfois des dictatures, ce qui est encore le cas aujourd'hui, parce que adapter le modèle pour ces pays, modèle démocratique qu'ils n'avaient jamais connu, avec des grandes inégalités socio-économiques, c'est souvent très très compliqué. Alors c'est pas vraiment notre sujet, mais il faut savoir que souvent les guerres, les crises et la pauvreté ou le manque de développement dans les pays d'Afrique ou d'Asie, les anciens pays colonisés, proviennent justement des problèmes causés par le colonisateur français, ou anglais, ou portugais, ou belge, jusque dans les années 50-60. C'est un sujet de politique intéressant, mais qui n'est pas dans notre programme ici. Donc voilà, c'était la fiche sur la décolonisation. On pourrait dire beaucoup d'autres choses, mais on n'a pas tellement de temps pour gagner un peu de temps. Donc vous aviez une carte pour terminer. Bon, je ne l'ai pas complétée, mais elle n'est pas très compliquée. Si vous prenez justement cette carte du livre à la page 113, et bien vous pouvez reprendre, voilà, quels sont les pays décolonisés en premier. On avait dit l'Asie, après c'était l'Afrique, et puis indiquer Bandung pour avoir un repère géographique. Donc sur votre carte, c'est assez simple, c'est pas très compliqué à faire, c'est juste pour avoir un petit repère, au moins que vous repériez où sont les principaux pays décolonisés. Voilà, je ne vais pas la connaître par cœur, mais au moins visualiser les points importants. Voilà sur la décolonisation. Donc je vous laisse prendre cette correction en entier, accoler la fiche dans votre cahier si ce n'est pas fait, et je reviendrai vers vous dans les prochains jours pour un nouveau chapitre, et je pense qu'on continuera sur ce thème d'histoire. Donc après la guerre froide et la décolonisation, on verra que les années 50-60, c'est aussi le début de la création de l'Union européenne, et donc je reviens vers vous dans quelques jours avec un chapitre sur le même principe, donc de fiche à compléter sur la création de l'Union européenne dans les années 50-60. En attendant, bon courage à tous et à bientôt.